Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et avec moi Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment vas-tu mon cher? Je vais bien. Écoute, l'hiver est bien entamé, donc comme d'habitude, on pourrait dire que ce que je fais depuis quasiment maintenant 12-15 mois, je commence par parler de température ou... De la météo, évidemment. Nos amis belges, là, qui nous écoutent en Belgique, là, vont être très heureux de savoir qu'est-ce qu'il fait comme température à Montréal. Le lundi soir, le 3 décembre 2018. on a de la neige, en tout cas, si on peut dire ça. Hélas. Guy, on parle de température, mais ce serait peut-être plus intéressant de parler de ce qu'il y a de nouveau de ton côté avec ta formation Azure. Oui, j'ai un nouvel atelier que j'ai mis en ligne. Donc, l'atelier s'appelle Moderniser avec les microservices, les conteneurs et le serverless. C'est un atelier de 2 jours là que je fais. Donc, si vous êtes intéressé, c'est sur azure.ac. Donc, j'ai présentement là, des dates à Toronto en anglais puis à Montréal en français, puis c'est disponible aussi en atelier privé là, en entreprise, là, juste à me contacter. C'est ça. Donc ça, c'est toutes les formations que tu donnes autour de Azure Academy. Ouais, exact. Pour nos auditeurs qui nous suivent, c'est pas la première fois qu'ils en entendent parler. Là. Ça fait depuis quelques mois là, que tu besoignes très fort à mettre en place ces cours-là. Ouais. Puis là, c'est un atelier qui est bien le fun. Là. En fait, le but là, c'est de dire j'ai déjà un système que j'ai écrit en ASP.NET MVC, puis là, j'aimerais ça moderniser un petit peu, soit avec ASP.NET Core, en écrivant des microservices, en packageant notre code dans des containers, puis en utilisant du serverless comme les fonctions dans Azure. Là. Donc, tout ça dans un atelier pratico-pratique là, de 2 jours. Donc, on rappelle le lien, là, c'est... Pas compliqué, c'est azure.ac pour Académie, azure.ac. OK, parfait. Guy, on n'a pas un invité avec nous ce soir. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter une entrevue que j'ai réalisée plus tôt, à la fin de l'été dernier. C'est une entrevue en tout cas, un podcast qui est enregistré avec Bernard Fedotov. Qu'on a eu au podcast, je pense à 2 reprises auparavant. Ouais, même plus que ça, 3 ou 4 reprises. Et à travers les années, parce que là, les années passent, on a développé un lien d'amitié. Puis Bernard me contactait un peu plus tôt cet été en disant, écoute, je vais venir au Canada cet été. Pour la petite histoire, là, son fils vient étudier au Canada, donc il en a profité pour venir visiter avec lui où est-ce que serait son collège et tout. Et par la même occasion, il arrêtait à la maison. Et puis à l'époque, on devait, Guy, tu devais pouvoir te libérer aussi pour venir enregistrer avec nous. Et j'ai pas pu. Non, malheureusement, tu as eu un empêchement de dernière minute qui a fait que tu n'avais pas pu te joindre à nous. Exact. Mais j'en ai quand même profité avec Bernard pour enregistrer un podcast. Puis la discussion qu'on a fait, c'était autour de tous les enjeux techniques ou organisationnels, donc souvent des enjeux d'architecture, quand on migre une application vers le modèle SaaS, donc le modèle Software as a Service. Donc, ça veut dire quoi là pour une organisation ou l'entreprise, mettons, qui avait l'habitude de faire une application en modèle plus classique, c'est-à-dire un logiciel que tu vends avec une licence. Là, migrer vers le modèle SaaS, où est-ce que là, c'est un service, c'est toi-même qui vas devoir t'assurer que le logiciel fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ah, OK, c'est en tant que producteur de logiciel, donc éditeur de logiciel. Donc, au lieu d'éditer un logiciel, là, maintenant, tu publies sous format SaaS. Intéressant. C'est la réalité de tous les éditeurs de logiciels, là. Et il faut qu'ils migrent vers ça. Ils ont presque pas le choix, c'est le modèle. Puis ça crée de nouvelles opportunités, mais ça crée aussi de nouveaux défis. Oui, beaucoup de défis. Donc, avec Bernard, on a fait le tour de tous ces défis-là parce qu'il y a eu la chance dans ces dernières années avec ses différents clients de vivre l'expérience. Puis c'est ce qu'il nous raconte. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui.
Guy, avant de passer la main justement à l'enregistrement, moi, je voudrais en profiter, vu qu'on est en décembre et que Noël s'en vient bientôt, souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous nos auditeurs. Absolument. Oui, hein, profitez-en bien. Ça fait du bien aussi, pas juste de... Bon, on est tous des passionnés, on aime la programmation, on aime... Mais c'est aussi important de prendre un moment d'arrêt. Décrocher! Ouais, ça fait du bien. Décrocher! Profitez du temps des fêtes. Avant de décrocher, décrochez pas trop tôt. Écoutez quand même notre podcast. Écoutez la fin de l'émission. Donc, sans plus tarder, on va passer... on passe la parole à Bernard. Je suis avec Bernard Fedotoff. Bonjour Bernard. Bonjour Mario. Ça va bien? Très très bien. Écoute, je suis très heureux d'être physiquement avec toi, parce qu'on profite du fait que tu es en vacances au Canada cet été. Oui, je suis aussi très content d'être là. Puis pour se rencontrer, et tant qu'à se rencontrer, pourquoi pas s'asseoir quelques minutes et faire un podcast. Surtout que tu as déjà été invité du Visual Studio Talk Show, et ça remonte à peut-être 7-8 ans aisément. Oui, je crois que le dernier c'était à Los Angeles, il me semble. Mm-hmm. Oui, ça fait 7-8 ans au moins, oui. Donc on profitait toujours de l'occasion qu'on pouvait se rencontrer soit en Amérique du Nord, soit en Europe pour faire des podcasts. Et là, ben effectivement, on profite encore de l'occasion que tu te déplaces en Amérique du Nord pour qu'on puisse s'asseoir ensemble et parler d'un sujet intéressant, parce que quand je te demandais, je disais, bon, de quoi on pourrait discuter? Plusieurs sujets ont sorti, mais il y en a un qui, moi, m'a attiré mon attention. Tu me disais, j'aimerais ça parler de la migration des applications legacy vers des services ou des applications services. C'est-tu la bonne façon de formuler ça? Ou... Oui, alors des applications, par exemple, un éditeur logiciel ou une société qui propose une application métier qui est actuellement sur un mode de licence traditionnel. Comment prendre l'application qui existe, qui fait très souvent du bon revenu, et l'amener sur un modèle SaaS. C'est-à-dire de changer le modèle de revenu, de changer le modèle de l'application, passer d'une application en client riche très souvent, à une application qui va être distribuée au travers d'Internet, au travers du service Internet, sur des plateformes mutualisées. Et c'est une réelle transformation dans les entreprises qui ne s'improvisent pas. Et moi, de ce que j'ai pu voir sur les clients que j'ai accompagnés, très souvent, j'interviens après, on va dire, un premier essai qui n'a pas marché, parce que ça n'a tout simplement pas été pris sous le bon sens, pas sous le bon sens du modèle de licence, pas sous le bon sens du modèle technologique, pas sous le bon sens du modèle d'équipe. Et voilà, et l'entreprise se dit, est-ce que c'est possible tout simplement de passer en SaaS, quoi? Et la réponse, c'est oui. Donc, mais c'est de ça qu'on va discuter littéralement, là, quelles sont les problématiques, mais la formule d'émission est toujours la même, on essaie de donner la chance à nos auditeurs de te connaître un peu mieux. Donc, je disais que ça fait, quand tu as déjà été invité à une ou deux ou même 3 reprises, je crois. 4 même. 4, hein? 4, ouais. Parce que là, on est rendu qu'on fait on a plus de 200 émissions, donc on commence notre 15e année de podcast. Et donc, dans ton cas, toi, écoute, tu as passé ta carrière, on peut dire, dans l'écosystème Microsoft. Oui. Parce que depuis plusieurs années, tu as le titre régional directeur. Alors même ça se compte Sony, j'ai commencé à participer au programme Microsoft Regional Director en 96. Puis toi, tu couvres comme une région, on peut dire, en France? Oui, en France. Alors, actuellement, je ne suis plus Regional Director, je le précise, je ne veux pas laisser de doute, depuis 2015. OK. Donc pendant 19 ans, j'ai participé de manière très active à ce programme-là. Et puis, donc, pour couvrir la région France et la région Suisse romande. Oui. Et un petit peu d'ailleurs aussi Afrique du Nord, Pays du Maghreb, Tunisie et Maroc. Parce que tu es basé à Annecy, qui est près de Grenoble pour les auditeurs. Oui, alors qui est près de Grenoble, ou une autre ville qui est très connue, qui est une demi-heure, c'est Genève. Alors Genève n'est pas en France, Genève est en Suisse, mais Annecy est à une demi-heure de Genève. Donc tu es vraiment au pied des Alpes. Oui, à côté du Mont-Blanc. Oui. Puis d'ailleurs, quand on était en voiture tout à l'heure, tu me posais la question, combien de mètres de neige que vous avez au Québec? Puis je te parlais qu'avec le réchauffement de la planète, on en a de moins en moins, mais on arrivait à la conclusion que vous avez à peu près peut-être le même niveau de neige qu'on peut avoir sur Montréal. Peut-être pas sur d'autres régions du Québec, mais sur Montréal. Sur Montréal,
actuellement, c'est-à-dire qu'on n'a Ouais. jamais eu à Annecy de mètres de neige il y a très longtemps. Actuellement, oui, c'est des coups de 30 cm en hiver ou de 50 cm. Mhm. Mais avec le réchauffement climatique, il y a de moins en moins de neige. Puis nous, c'est la même chose, là. Ça tombe à 10-15 cm par-ci par-là. Voilà. À la fin de l'année, on peut dire, on a eu 1 mètre de neige, mais c'est pas de... En tout cas, si ça arrive, ça devient de moins en moins fréquent. Alors, sur Annecy même, par contre, dès que tu montes en montagne, il y a des stations de ski, il y a le Grand Bornand, Chamonix, la Clusaz, là, tu tombes 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres de neige. Oui, tout à fait. Mais c'est beaucoup plus haut. La Clusaz est à 1500 mètres, 1100 mètres le village. Chamonix est aussi à 1100 mètres, donc tu es beaucoup plus haut, quoi. Annecy est à 400 et moi j'habite à 600 mètres. Puis, donc, brièvement, on racontait un peu ton histoire comme régional directeur, mais tu as essentiellement, à travers toutes ces années-là, tu as développé une expertise en architecture. Oui, en architecture, architecture au sens large du terme, c'est-à-dire que je considère que l'architecte, c'est pas un urbaniste, c'est pas quelqu'un qui fait que des schémas, c'est aussi quelqu'un qui s'applique énormément dans le code, énormément dans les solutions, qui apporte une certitude sur la faisabilité des choses et qui mue sa chemise. Et puis aussi une expertise en coaching. J'ai été PDG d'une boîte de 50 personnes, donc comment amener à la réussite une équipe, comment structurer une équipe. Donc il y a ces deux aspects, effectivement, beaucoup d'architecture et du coaching pour créer de la réussite. Et j'interviens dans ce domaine-là aujourd'hui auprès de mes clients. Un peu comme moi, tu as vécu toute la migration des organisations vers les approches agiles, Oui. la mise en place ou l'apparition de plus en plus du DevOps. Donc, puis tu t'es retrouvé forcément à souvent avoir les mains dedans, c'est-à-dire à développer une expertise en DevOps, développer une expertise en gestion de projet agile, si on peut dire, et forcément en architecture. Puis c'est un peu ce qui fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir avoir cette discussion-là sur la problématique des organisations qui doivent migrer des applications, des éditeurs de logiciels, parce que c'est ce que tu as eu la chance de voir sur le territoire français, peut-être même à l'extérieur de la France, puis de pouvoir les parrainer ou les aider dans leur parcours. Oui, plus les aider, parce que très souvent je suis intervenu on va dire à l'issue d'un projet soit qui était mal parti, soit qui rencontrait des difficultés. Ce que je vois, c'est que les entreprises très souvent imaginent que de développer une initiative sur le web en SaaS, il suffit de mettre des développeurs dans un coin, voire parfois même des stagiaires, et ils vont développer pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis il va y avoir un logiciel. Et en fait, ça se passe pas comme ça, quoi. Je pense qu'à la base, il y a peut-être une mécompréhension de ce qu'ils doivent livrer. Parce que quand on livrait une boîte... De la technologie, de la méthode, de tout. Quand ils livraient une seule boîte, qui était un logiciel que tu achetais, puis... Tandis que là, non, c'est le service lui-même qu'on doit... Alors ça, c'est le modèle de licence, effectivement. Une incompréhension du modèle de licence, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un logiciel qu'on va livrer, on est sur une plateforme qu'on va mettre à disposition, mutualisée, ou pas d'ailleurs, mais enfin un service qui va être mutualisé auprès de tous les clients, et dans la façon de livrer, dans la façon de packager, dans la façon de développer, dans la façon de concevoir, les clés de partitionnement, par exemple, des données, tout simplement. Toutes ces choses-là, il n'y a pas la bonne démarche. Sachant qu'en plus de ça, c'est souvent des sociétés qui ont déjà une très forte expérience, 10 ans, 15 ans, qui ont un produit très souvent très complexe, et que de remettre ce produit ou de l'annoncer sur une plateforme mutualisée, ça veut dire le même scope et la même qualité qui doit être fait avec le premier jet. Oui, parce que c'est ça, parce que souvent, on peut dire que leur expertise est vraiment dans le domaine métier. Dans le domaine métier, ils sont connus pour ça. Ils connaissent très très bien un marché verticaux pour lequel ils vendent depuis 10 ans, 20 ans un produit. Et là, en quelques années, souvent, ça se disait, je voudrais maintenant revendre le même produit, mais pas en forme de produit, sous forme de service. Un service récurrent. Et quand ton expertise est sur le domaine métier, pas forcément sur, par exemple, le cloud, ou en tout cas tous les enjeux que ça a de faire ce type de plateforme SaaS. Donc, c'est là où est-ce que ça l'achoppe, c'est là où est-ce que les gens rencontrent des défis, si je comprends bien. Oui, il y a tous les aspects. Il y a l'aspect effectivement plateforme, il y a l'aspect SaaS, il y a l'aspect hébergement. Alors l'aspect licence aussi est important.
C'est-à-dire le modèle de revenu alors je ne sais pas par quoi on commence, par le revenu, par la... Non, mais parlons du modèle de revenu, parce que moi, je pense que c'est important. Parce que ça répond un peu à la question, pourquoi ces compagnies-là veulent changer? S'ils ont du succès aujourd'hui, ils vendent leurs produits, pourquoi changer puis aller vers un modèle, justement, sous forme de service? Outre le fait que c'est ce que les grands joueurs comme Google, Microsoft essaient de convaincre la planète, il faut aller vers ça parce que c'est ça le futur. Mais nonobstant ça, c'est pas parce que les grands joueurs disent qu'il faut faire ça que forcément les petits joueurs suivraient. Donc eux, s'ils décident de suivre, c'est parce qu'ils voient un gain. Donc ce premier gain-là, il est au niveau du licensing, si je ne me trompe pas. Oui, alors il est au niveau du licensing dans le sens où ils n'ont plus une licence qui vend des problèmes de renouvellement de licence. Il y a un aspect disruptif, c'est-à-dire que ces éditeurs ont très souvent des concurrents avec lesquels ils se battent et la marge de manœuvre devient de plus en plus faible. Et les éditeurs ont l'impression, ou ces sociétés ont l'impression, qu'en allant sur un modèle SaaS qui serait réussi, en passant sur du service qui va être loué, ils vont avoir un levier que leurs concurrents n'ont pas. Ce qui est vrai d'ailleurs. Ce qui est vraiment Donc en disant, si je suis le premier à arriver avec cette offre-là, je vais probablement devenir le leader du marché. Le leader du marché, et puis entre maintenir, d'une manière tout bête, mais un système centralisé ou maintenir 1000 ou 2000 clients, ça paraît plus simple d'avoir une équipe pour maintenir un système centralisé que 1000 ou 2000 clients, ne serait-ce pour distribuer un patch. Donc en gros, un éditeur de logiciel pour moi, c'est quelqu'un qui dans sa stratégie financière arrive à casser, à réduire le ratio qu'il y a entre l'augmentation du chiffre d'affaires et le nombre de personnes qui sont nécessaires pour maintenir ce chiffre d'affaires. Surtout que très souvent dans les marchés où ils sont, les marchés verticaux, c'est des quasi-monopoles. C'est-à-dire qu'ils sont 2, 3, peut-être 4 joueurs. Il n'y a pas 28 offrants, c'est-à-dire il y a juste quelques joueurs qui sont là et qui offrent un produit. Oui, aujourd'hui, souvent, quand ça fait 10-15 ans, ben, le marché est clairement établi. On sait qui est le leader, qui est le deuxième, puis après ça, le troisième, quatrième. Puis souvent, le troisième, quatrième, eux, ils se disent, ah, mais si je vais sur la plateforme SaaS, c'est ma façon de peut-être devenir le leader et de prendre... Donc, j'imagine que c'est eux qui bougent plus vite que le leader actuel qui dit, ben, pourquoi moi je changerais, je suis en position de dominance aujourd'hui. Alors, si je regarde mes clients, j'ai des clients qui sont leaders ou des clients qui sont deuxièmes. Okay. Effectivement, deuxième ou troisième. Mais les leaders bougent aussi. Notamment, là, j'ai accompagné une société qui fait du calcul de fenêtres. C'est les leaders du marché français. Mais ils avaient conscience que si, en gros, ils ne bougeaient pas, à 10 ans, ils allaient se faire bouffer, quoi. Ou à 5 ans, ils allaient se faire bouffer. Donc, souvent, c'est l'incitatif. Donc, mais en plus, avec la prémisse ou la promesse, c'est drôle, je vais le dire en anglais, avec la promesse que en prenant ce modèle-là, ça va prendre moins de ressources pour offrir le même niveau de service, donc augmenter les marges de profit à quelque part. Oui, alors, augmenter les marges de profit, puis surtout aussi cibler une clientèle que tu ne peux pas cibler avec une vente de licence traditionnelle. Donne-moi des exemples. Alors, je vais prendre l'exemple du vendeur de fenêtres, par exemple. Actuellement, ce vendeur de fenêtres, avec l'ancien logiciel, il y a un modèle de licence où pour rentabiliser ta licence de logiciel, tu dois vendre quand même pas mal de fenêtres par an. Mais il y a des artisans qui vendent 3 fenêtres ou 4 fenêtres par an. Ah oui, donc eux, ils n'achèteront jamais le logiciel. Donc ils n'ont jamais acheté le logiciel et pourtant ils ont besoin d'un logiciel de calcul de fenêtres. Et tu multiplies 3-4 fenêtres par an par 1000 artisans, ça te fait 4000 fenêtres. Pareil, tu as des sites qui commencent à se développer. Donc, ils pourraient même offrir le produit sous forme en disant, ben là, je vais te faire payer par fenêtre que tu mesures. Voilà. Donc, et là, tu changes de modèle de licence. Tu n'es plus sur un modèle de licence où tu vends une licence annuelle. Tu es sur un modèle de licence qui est adapté au SaaS, qui est le modèle de consommation. Et tu vois, tu calcules, tu fais 4 fenêtres, tu fais 4 devis, tu payes pour 4 devis. Mais tu as les mêmes fonctionnalités. Et pareil, tu peux imaginer des sites de commerce électronique sur lesquels tu peux t'acheter ta fenêtre, ta porte, etc. Et donc tu vas arriver à mettre dans ton caddie une fenêtre où tu ne sais pas qu'elle est calculée, où elle est calculée, mais tu vois, c'est une marque blanche, mais tu as généré un ordre et tu vas générer une commande qui va arriver. Donc c'est tous des modèles de licence, pas des modèles de licence, des modèles de revenus qui peuvent être ciblés, qui créent un modèle disruptif par rapport à la concurrence et qui à terme, de toute manière, vont être la façon dont on va consommer. Quoi, je veux dire, tout à fait. Et ça, tu appliques ça partout. Tu prends la comptabilité, tu pourrais faire ta compta pour un petit artisan. Tu prends, là j'ai un autre client
qui fait ce qu'on appelle du SPC, du contrôle qualité, qui était très spécialisé dans la grosse industrie aéronautique, horlogerie, etc. Tu as plein de petits artisans qui peuvent intervenir dans des équipes de production, qui ont besoin d'un logiciel qui va faire des cartes de contrôle, des suivis, des trucs, des qualités, mais pas sur toute leur production, pour une partie de leur production. Donc ces artisans ou ces petites sociétés qui n'avaient pas les moyens d'acheter le logiciel en licence complète, limite peuvent acheter un logiciel pour 1 mois, pour 2 mois, pour une production. Tu vois. Donc c'est des modèles de revenus complètement différents, et une façon de distribuer le logiciel aussi complètement différente. Donc les décideurs, eux, quand ils se font vendre par les Microsoft de ce monde, ou Google, ou Amazon, voici ce que tu pourrais faire avec nos nouvelles plateformes cloud, eux, clairement, ils voient l'intérêt. Mais là où est-ce qu'ils ont peut-être de la misère à saisir l'opportunité, c'est qu'il va falloir qu'ils changent leur façon de fabriquer, ou en tout cas, il va falloir qu'ils changent, ils ne pourront pas réappliquer la même recette technique qu'ils ont toujours fait. Non, tu ne peux pas appliquer Déjà, regarde, au niveau, on va dire un logiciel traditionnel, conçu traditionnellement dans une équipe, tu as une base de données, tu as un logiciel, tu connectes ta base de données, etc. Quand tu as une plateforme mutualisée, alors quel est l'intérêt de la plateforme mutualisée déjà? Déjà, c'est un problème de centralisation, et puis c'est un problème aussi, je prends le logiciel de contrôle qualité, tu peux imaginer, tu prends ta tablette, tu la mets à côté de ta machine, tu passes avec un réseau téléphonie, cloud, tu passes sur un système, tu n'as pas besoin d'installer en interne sur ta machine, c'est ta tablette ou une tablette industrielle. C'est vraiment juste ça te prend juste un équipement client, une tablette ou un PC, et tu te connectes directement. Tu te connectes directement. Sauf que quand tu te connectes directement, tes données, vu que tu bénéficies d'un coût pas cher, tes données sont mutualisées, ce qui n'est pas gênant. Donc tu as une clé de partitionnement de tes données, parce que tu ne dois pas mélanger les données de tous tes clients. Comment tu fais pour concevoir une clé partitionnée? Tout simplement un partitionnement de données. Comment tu fais pour concevoir que ton logiciel va pas répondre à 3 clients ou 10 clients ou 50, quand je dis client, c'est post-client chez ton client, chez tes installations, mais va répondre à tout le monde en même temps avec une bonne qualité de service. Comment tu fais pour gérer ta maintenance? Comment tu fais pour gérer ta tolérance à la panne, tes accès à tes trucs et tout? Est-ce que tu ne fais pas une maintenance de plateforme mutualisée comme tu l'as fait? Comment tu fais pour juste avoir les experts dans les autres? Parce que Microsoft va beau te dire, avec notre plateforme Azure, on va tout nous s'occuper de rouler vos logiciels. Ça prend quand même une organisation, des gens qui maîtrisent Azure, qui maîtrisent comment on configure cette plateforme-là qui offre. Et ce type de savoir-faire-là, souvent, ils n'avaient pas historiquement parce qu'eux, ils faisaient qu'on appelle du shrink wrap, c'est-à-dire du logiciel qu'on vendait dans une boîte. Ils n'avaient jamais développé ce type d'expertise-là. Alors oui, alors cet aspect, en fait, on va dire, c'est l'Ops, l'aspect opération de ta démarche. Effectivement, l'éditeur de logiciel peut la rapatrier en interne et il ne l'a pas nécessairement. Ça aussi, c'est un aspect qui est pas bien implémenté. Par contre, tu as aussi des offres de gens qui peuvent t'héberger sous Azure, qui vont te proposer ces services sous Azure. Alors c'est vrai que l'éditeur de logiciel, très souvent, n'a pas conscience que ne serait-ce que pour assurer du 24/7, il faut avoir des gens en astreinte. Et un développeur logiciel n'a pas nécessairement des gens en astreinte. Tout bête, mais tu tombes le 25 décembre ou 24 décembre sur une panne, on ne peut pas attendre la fin des vacances pour intervenir. Alors qu'auparavant, lorsque tu étais en mode de licence, tu déléguais à ton client, très souvent, cette responsabilité-là. Ce n'était pas l'éditeur de logiciel qui avait la responsabilité de maintenir la plateforme. Donc ça, sur la structure même du service, des opérations du service, effectivement, c'est un impact qui n'est pas nécessairement bien appréhendé. Mais tu trouves des sociétés aujourd'hui qui sont en cloud, qui vont gérer pour l'éditeur de logiciel une offre et qui vont éventuellement prendre la responsabilité justement du suivi des opérations sur cette plateforme en cloud ou l'éditeur de logiciel. Quand tu fais ce choix-là, tu mets en danger quand même ta vélocité ou ton agilité, parce que ça veut dire qu'à toutes les fois que tu vas voir déployer, il faut que ce fournisseur externe-là soit formé, parce que lui, il ne permettra pas de dire tu peux faire évoluer le logiciel à tous les jours avec un pipeline de déploiement journalier, parce que tu vas dire non, ça n'a pas de sens. Là, moi, il faut que je sache qu'est-ce qui est en production parce qu'il faut que je le supporte. Et donc, ta vélocité, ou en tout cas ton agilité, est moindre, mais tu relèves une partie de ton problème à un tiers. Puis souvent, les gens, ce qu'ils vont se rendre compte, c'est si je vais avoir vraiment
encore plus de bénéfices, il faut que je développe à l'interne ce savoir-faire-là. Alors, oui et non. Ça dépend de ton architecture. Effectivement, si ton architecture, on va dire, est une architecture traditionnelle, que tu trouves sur le marché, c'est-à-dire tu développes ton produit ou ton module et tu conserves ton module, après tu vas le déployer. Puis voilà, effectivement, là, tu dois former tu dois former la personne qui va générer tes opérations à ta propre plateforme. Donc tu as un choix à faire. Si tu l'héberges en interne, enfin si l'éditeur logiciel héberge ce service-là en interne, ça veut dire qu'il doit se transformer, on va dire, en expert de la plateforme Azure et assurer ce service 24 sur 24, 7 jours sur 7, ou au moins il doit mettre dans ses contrats des clauses qu'il est capable de faire. Donc, et si tu le mets à l'extérieur, tu dois former ton entreprise extérieure à ton produit. Maintenant, si tu prends une architecture qui est, par exemple, on va dire de plus haut niveau, qui est composable, dans lequel tu sépares la structure même de ton application, de ce qui va être ton package applicatif. En gros, tu ne déploies plus ton package applicatif, tu vas publier ton module dans une infrastructure, on va dire, d'application, dans un blog ou dans une base de données ou n'importe quoi. Là, tu peux très bien te baser sur des services d'infrastructure qui sont fournis par une société extérieure ou d'ailleurs en interne, avec des gens qui ne sont pas nécessairement formés parfaitement à l'application, et déployer tes modules applicatifs par ton équipe de déploiement en interne, sans remettre en cause en fait on va dire ton level agreement sur ton infrastructure. Alors, on n'est pas du tout sur le même niveau d'architecture. Mais quand tu parles d'architecture composable, par exemple en SaaS, pour moi c'est quasiment obligatoire. Parce qu'en fait tu vas séparer par exemple la tolérance à la panne, qui sont en gros tes packages applicatifs, qui sont des applications quelque part génériques qui sont capables de supporter les modules dans le cadre de ton application, dans le cadre de ta fonction métier. Et ça, c'est mis, tu as une montée en charge horizontale. Et puis, tu as un réceptacle standard que tu peux switcher d'ailleurs assez facilement avec des technologies Azure. Tu peux pointer sur un disque, sur un blob, sur une base de données, etc. Et tu peux mettre en place des mécanismes de retour. Et toi, en tant que développeur, dans ton DevOps, donc sortie de partie DevOps, tu ne fais que déployer ton package applicatif sur ce référentiel commun qui va être pris en charge par ton infrastructure qui est en horizontal devant, tu vois. Mais pareil, enfin, je veux dire, ça s'invente pas, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, le marché, je pense que tu as ces expériences-là, on a ces expériences-là, mais c'est pas des architectures qui se pondent du jour au lendemain, quoi. Ça s'invente pas. Donc, toi, quand tu as eu... Donc, on a parlé du besoin, ou en tout cas la volonté des organisations de migrer. On parle qu'il y a des défis techniques. C'est quoi le type, je ne sais pas si on peut appeler ça des erreurs, mais en tout cas les problématiques classiques que tu as vues? Donc, moi je sais que... J'ai du mal à parler des erreurs, parce qu'en fait... c'est pas des erreurs, mais... C'est pas des erreurs, tu sais, il y a une évolution, c'est difficile, et puis c'est mes propres clients... Voilà, je veux dire, oui, alors il y a ce que moi j'appelle des erreurs. Je ne sais pas les classer, parce qu'en fait, on va dire, c'est comme un accident, c'est jamais une seule cause. Lorsque tu as un accident, tu vois, c'est une sorte d'entonnoir. Donc, t'imagines dans ton entonnoir, tu as plusieurs paramètres qui vont faire que ton projet va devenir de plus en plus compliqué. Moi, un de ceux que j'ai vu, c'est de ne pas saisir comment leur modèle de sécurité va être difficile à migrer. Ça n'est un. Ah, oui. Alors, là, tu retombes sur la technique. Oui, moi, je regarde plus d'un point de vue technique. Toi, ça regarde plus peut-être d'un point de vue stratégique ou opérationnel. Je regarde tous les aspects, parce qu'il y a en même temps de la stratégie, en même temps de la technique. Mais effectivement, le modèle de sécurité, comment les gens s'authentifient? Quand tu héberges, je sais pas, moi, 10 000, 50 000 utilisateurs de plein d'entreprises différentes. Comment tu fais pour les authentifier? Comment tu fais pour ce que j'appelle le partitionnement? La personne se connecte à ton service, ne serait-ce que par exemple, comment tu fais pour gérer le nom de ton service? Est-ce que par exemple tu fais cardinal.myservice.com ou est-ce que tu fais w.myservice.com/cardinal?
Et puis ça va te rerouter, et puis tu t'arrives à t'authentifier, et puis tu as la sécurité, et puis cette sécurité, tu dois différencier ta base d'authentification de ta base de service, parce que tu ne gères pas, on va dire, les données personnelles. Tu regardes en Europe, par exemple, il y a des lois maintenant qui t'imposent sur ces données personnelles d'être hyper protégées. Tu ne les gères pas de la même manière que de la façon dont tu gères tes autres données qui sont quelque part anonymisées une fois que tu étais dedans. Oui, c'est un aspect qui passe très souvent derrière. Alors associé à l'authentification ou à la sécurité, parce que la sécurité c'est trop large. Tu as aussi le modèle de permission. Moi ce que je vois, c'est que les gens t'écrivent des séries nominaux, des trucs, etc. Et très rarement décrit le modèle de permission. Qui peut accéder à quoi, comment, et comment tu configures ça d'une manière simple, au travers de licences par exemple, parce que quelque part ta licence, c'est basé sur notre notification, et tu as un modèle de permission qui te donne des accès. Comment tu vas faire pour gérer sur ton application ce modèle de permission? Et un modèle de permission est très intrusif, parce que le modèle de permission peut avoir un impact énorme sur tes performances, sur tes produits. Comment tu mets en place, par exemple, tu lances une nouvelle fonction, et tu dis cette fonction est disponible pour 3 essais. Alors, par exemple, je ne sais pas moi, un calcul de fenêtre où tu es capable de calculer les portes de garage. Tu vends des fenêtres, comment tu mets 3 portes de garage de calcul disponibles pour chaque personne qui correspond à une cible de clientèle. Tu vois, de façon à ce qui rentre dans ton produit. Ben voilà, c'est ça le modèle de permission. Tu vois, donc tout ça, effectivement, c'est un aspect, mais c'est pas le seul. C'est une des autres raisons pour lesquelles je vois, enfin personnellement, c'est peut-être un peu pédant ou un peu, mais tu as un problème de niveau d'équipe. Tu as des architectures en cloud, on parle de Google, on parle de Microsoft, on parle de toutes ces grandes applications. Enfin, je veux dire, il faut une équipe de bon niveau, formée, mais formée d'un très bon niveau, avec des moteurs technologiques, des gens qui soient des réels créateurs. Ce qu'on appelle les players, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà parlé de ça, dans les recrutements, les gens qui sont classés players, donc qui arrivent à s'adapter. C'est ce que tu retrouves chez Google, ce que tu retrouves chez Microsoft, ce que tu retrouves chez Amazon. Absolument, c'est ce type de ressources-là, ou d'employés-là qui sont vraiment de niveau A. Oui. C'est difficile pour les éditeurs de les avoir parce qu'il y a une surenchère. Les gros joueurs comme Google, Microsoft, eux autres sont prêts à mettre un peu plus d'argent même pour aller chercher. Tu as touché le problème, c'est que tu ne peux pas développer non plus. Avec tous des joueurs C, parce que là, ton service. Je ne vais pas classer, mais sans avoir dans l'équipe des vrais leaders. Ouais. Je ne veux pas dire qu'il y a des. Voilà, il faut payer la ressource. C'est vrai que c'est un des gros défis que pas juste les éditeurs, mais tout le monde à l'informatique aujourd'hui. Il y a trop de logiciels qui se fait pour le nombre de cerveaux disponibles. Puis, et pas qu'il n'y a pas assez de cerveaux, il y a assez de cerveaux sur la planète pour le faire, mais il y a un certain défi qui est, oui, il y a des cerveaux en Inde, en Chine et tout, mais là, comment tu les amènes assez proches pour qu'ils puissent être dans un éditeur qui, lui, fabrique un produit verticaux pour par exemple, comme tu disais, les firmes qui installent des fenêtres en France. Même si c'était un bon cerveau en Chine, tu ne l'émigreras pas, tu ne l'amèneras pas. Donc là, il faut que tu prennes ceux qui sont localisés sur le territoire de la France. Puis aujourd'hui, le territoire de la France, ces gens-là sont sollicités pas juste par les éditeurs français, ils sont sollicités même par les gros joueurs comme Google, Microsoft, qui sont bien prêts à venir les chercher, à dire viens, émigre en Amérique ou... Oui, alors pas nécessairement. Moi je vois, il y a des gens qui sont quand même attachés, à leur région, qui sont attachés à leur heureusement. Heureusement. Mais donc tu vois, par exemple, il y a un problème de formation d'équipe. Il y a un problème aussi par exemple sur DevOps, quand tu parles, ou une méthodologie, on va dire, agile au sens large. L'agilité, c'est une façon de penser plus qu'un ensemble de règles. Et moi je vois aussi beaucoup de gens qui font de l'agilité, mais qui retombent en fait sur il faut qu'il y ait des charges, mais c'est pas agile. Mais c'est pas qu'il faut qu'il y ait des charges. Il faut évaluer les temps. Mais c'est pas agile. Tu vois, est-ce que l'évaluation des temps, ça part d'un principe, c'est que tu sais faire les choses, que si tu sais pas faire les choses, tu peux pas évaluer le temps. C'est ça. Mais le problème, c'est quand tu vas sur du SaaS chez un éditeur, tu ne comprends en gros le projet qu'une fois qu'il est fait. Et donc tu peux pas évaluer ton temps, tu vas nécessairement te tromper. Donc tu vois, il y a des tas de trucs comme ça. Par exemple DevOps, moi je vois DevOps, c'est compris, alors c'est très bien DevOps.
Si tu dois te souvenir de l'époque des Microsoft Solution Framework, des MSF, avec les cycles MSF. Tu prends ton cycle MSF et tu prends ton cycle DevOps. Beaucoup de ressemblances. Il y a beaucoup de ressemblances. C'est-à-dire, c'est pas la même façon de le dessiner, mais les MSF qui étaient basés sur les méthodes I3E avaient 5 étapes, avec le sign-off à chacune des étapes qui était à l'époque mis en place. Tu regardes sur DevOps, c'est pareil. Et le DevOps, par exemple, moi j'ai l'impression que c'est mis en disant on oublie l'Ops. Tu fais des scripts de déploiement un peu bourrins, mais non, tu peux pas oublier l'Ops. L'idée, c'est d'aller plus rapidement en déploiement, mais avec une bonne qualité. La qualité n'est pas un élément de négociation. Puis souvent, les barrières, ils sont pas technologiques, ils sont culturels. Entre autres, moi, ça m'est arrivé, souvent les gens qui sont Ops, ils veulent surtout pas avoir l'étiquette Dev dans le front. Ils disent non, moi je suis un gars d'Ops. Et donc, quand tu leur dis, ouais, mais ton outil devrait maintenant être Visual Studio Code parce que tu vas scripter comment tu fais de la configuration de machine, tu dis, ah, mais là, je suis un dev. Mais je veux pas être un dev, moi, parce qu'il vient de passer les 20 dernières années à dire que les devs, c'est les pas bons. Parce qu'eux étaient les bons. Parce que cette dichotomie-là existe encore. Et quand on dit, non, maintenant, vous êtes dev, vous êtes ensemble et vous avez le même chapeau, c'est pas quelque chose que tu peux changer du jour au lendemain. Puis, donc, il y a des défis très culturels, même avant même des défis techniques. Oui, c'est vrai. Enfin, malheureusement, on ne peut pas le changer du jour au lendemain, mais il faut le changer du jour au lendemain. Parce que tu ne peux pas avoir une approche disruptive si tu ne changes pas. C'est-à-dire qu'effectivement, si tes ops ou tes devs n'arrivent pas à communiquer l'un avec l'autre, il faut trouver le moyen de les faire communiquer, quoi. Alors moi, ce que je vois sur les projets, on va dire, qui plantent, donc qui sont challenging, c'est que au départ de projet, l'aspect Ops, justement, est complètement simplifié. Et malheureusement, alors ça marche bien, pas malheureusement, heureusement, ça marche bien dans toute la partie, on va dire, créative au départ du projet, mais une fois que tu arrives en production, enfin, quand tu passes, quand ils ont une plateforme en cloud, tu as fait une modification d'une minute, tu la pousses pas instantanément, enfin, il faut arriver à la pousser très rapidement, mais il faut quand même se poser la question des ops. Et donc tu es obligé de faire travailler tout le monde en même temps, et tu es obligé de scripter tes procédures de déploiement, tout ça, quoi. Donc, puis il y a des pratiques avec lesquelles les développeurs sont vraiment pas familiers. Les développeurs, aujourd'hui, on peut dire, sont très familiers à dire « Oui, j'ai besoin d'un engin de log pour au moins écrire quelque part quelque chose qui était mal. » Puis là, quand on dit non, c'est plus que ça. Maintenant, tu vas utiliser des produits comme Application Insight pour littéralement, plus juste loguer, mais ramasser de l'information en temps réel, parce que cette information-là, c'est pas toi le développeur qui va la vouloir, mais c'est les gens d'Ops. Puis eux, en plus, les développeurs peuvent en tirer parti pour monter des tests plus, ou même réduire les tests et se servir de l'environnement de live comme étant une plateforme quasiment pour apprendre et comprendre ce que les utilisateurs font. Mais toutes ces nouvelles façons de programmer-là, c'est sûr que quand tu étais un éditeur de logiciel classique, tu faisais pas ça parce que justement, comme tu disais un peu plus tôt, tu déléguais à celui qui achetait ta licence, c'est toi qui es responsable de l'opérer. Oui, alors, tu vois, sur Application Insight et tous ces produits-là, pour moi, ça va être dans une deuxième phase. Déjà, il faut mettre, quand tu veux aller vers une architecture SaaS, qui va être réussie, il faut déjà réussir à mettre ton équipe de développement dans une démarche de livraison, c'est-à-dire agile, c'est-à-dire que tous les mois, tu as de nouvelles fonctionnalités, etc. Et si tu rajoutes Application Insight, il ne faut pas que tu montes la barrière trop haute parce qu'ils vont s'écraser. Voilà, c'est mieux d'aller par étapes. C'est-à-dire que moi, la méthode agile, moi, je la présente souvent comme un stade. Tu as une équipe, tu dois les faire tourner autour du stade. Et quand je reprends un projet, l'idée, c'est de réussir déjà à faire tourner toute l'équipe en même temps autour du stade. Donc, tu as un stade, ça fait... Quitte à ce qu'on les fasse faire courir très lentement pour être sûr que personne est largué. Et largué. Et puis après, tu retires aussi, et c'est le rôle de l'architecte, ou ce qu'on appelait auparavant, j'ai dit l'architecte, mais pas seulement, parce que c'est en même temps le programme manager.
qui est dans Scrum. Si tu prends Scrum, par exemple, on a squeezé le programme manager, il n'est plus, mais il est central. Il faut réussir à faire tourner ton équipe autour de ton stade en même temps à une vélocité, ce qu'on appelait la vélocité agile, qui va te permettre de sortir des nouvelles fonctionnalités. Dans toute ta première phase de projet, de toute manière, ton projet, tu sais que tu as un projet à 6 mois, tu as un projet à 1 an, sur une grosse migration, c'est généralement duré 1 an et demi. Tu peux prendre 6 cycles ou une application Insight, ou tous ces trucs-là, tu les mets pas. En gros, tu vas pas mettre un sac chargé de pierres à tout le monde dès le premier tour, quoi. Et donc tu fais tourner, tu fais sortir, tu organises ton équipe, tu fais sortir des nouvelles fonctionnalités régulièrement, et puis après tu rajoutes. Et ça, c'est à condition que autant le client que les gens qui sont en direction ont accepté qu'à un moment donné, on a expliqué des nouvelles fonctionnalités qu'on va rajouter, c'est du Application Insight, qui sont quelque part des nouvelles fonctionnalités, mais très peu visibles pour les clients, pour les fameux tiers parties, les intervenants, mais plus pour l'équipe elle-même, mais c'est nécessaire. Là, Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire une fois que tu es passé, c'est nécessaire quand tu as passé la première phase, la première étape, de mettre ton équipe sur une démarche de réussite. Ouais. Et c'est ça le challenge en fait que moi je rencontre sur les éditeurs, c'est sur les éditeurs ou les entreprises qui ont des applications legacy, c'est comment tu mets comment réussir à mettre en place ton équipe dans une démarche de réussite. Et je dis de réussite, c'est pas une équipe qui développe des architectures pour développer des architectures. Pour moi, une démarche de réussite, c'est une équipe qui développe un produit, qui va être capable de livrer des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure, qui en respectant on va dire une architecture globale dans le produit, c'est-à-dire que tu peux développer de la polyvalence dans tes équipes entre les différentes personnes, et puis qui respecte les qualités de sécurité, de multilingue, de partitionnement, les modèles de permission. Voilà, il faut réussir à mettre l'équipe là-dessus. Et puis, après, tu rajoutes Application Insight et tous les autres services, le déploiement, avec un objectif à 1 an, 1 an et demi, où tu as changé ton modèle de revenu. Il faut se rendre compte que... sans avoir mis en danger ton organisation. C'est-à-dire que quand tu changes, quand tu as un éditeur logiciel, tu fais 10 millions de dollars, d'euros, ce que tu veux sur un marché, et que tu te dis, je vais aller sur une application qui va fonctionner en mode SaaS dans 3 ans, c'est-à-dire que tes 10 millions de dollars que tu faisais auparavant en vendant tes licences, 3 ans après, tu vas les faire en vendant du SaaS. Donc tu as changé 100% de ton entreprise quand même. Tout à fait. Et ça aussi, c'est un risque. Tu vois, mais si tu le fais bien, tu vas avoir augmenté tes revenus, puis tu as peut-être même tes marges de profit. Oui, parce qu'en fait, tu rajoutes des leviers que tu n'avais pas auparavant. Et même, c'est pour ça que le modèle de licence sur la consommation, par exemple, très rapidement, tu ne vends plus tes licences, mais tu vends à la consommation. Donc il faut penser ton unité de consommation. Ne serait-ce que, par exemple, l'application Insight, tu le mets sur ton infrastructure pour vérifier que ton modèle de consommation est bon, que ton unité de consommation est bonne. Donc voilà, comment tu le fais. Tu vois, c'est tous des trucs effectivement qu'il faut penser, ce qui veut dire que tu développes ton application en VB ou avec une approche réactionnelle WinForm. Je veux dire, ça n'a plus rien à voir. On a parlé, si tu regardes depuis le début de l'entretien, d'applications composables, d'architecture en couche, de partitionnement de données, de modèles de permission. On a parlé de la partie OS, de déploiement, des scripts de déploiement. On n'a pas encore parlé de base de données, mais ça aussi c'est fondamental. On a parlé de logique métier, on a parlé de méthode agile pour adresser les différents scénarios. Quand j'ai dit on n'écrit plus de doc, on fait plus de fonctionnel, comment on capte le fonctionnel, donc tu vois, tout ça. Et ça donne une complexité qui n'est pas facile, qui n'est pas appréhendée tout simplement par défaut. Et pareil pour les données. Pour les données, alors tu me demandais tout à l'heure les raisons pour lesquelles les projets plantent. Alors moi, de ce que je vois, pour un éditeur logiciel qui a vraiment une expertise métier, on ne peut pas s'affranchir de connaître comment on gère les données. Alors si tu es en CS2I, tu vois des gens, etc., qui font des logiciels périphériques, tu peux utiliser des ORM plus ou moins bien, il y en a plein sur le marché. Quand tu es éditeur logiciel, c'est comme quand tu es cuisinier, quand tu fais de l'autre cuisine, tu vas avoir un amour du produit. Quand tu es en informatique de gestion et que tu gères des données, tu dois avoir un amour des données. Tu dois savoir comment tu gères tes données. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée relationnelle? Qu'est-ce que c'est qu'une donnée semi-structurée? Qu'est-ce que tu mets en relationnel? Qu'est-ce que tu mets en semi-structuré? Quel est ton référentiel de sauvegarde?
est-ce que ta façon de modéliser tes données dans des bases de données correspond à tes objets métiers? Pourquoi lier tes objets métiers ou ta façon de structurer tes objets à ta base de données? Parce qu'en fait, il faut les lier au scénario. Et quels sont donc tes scénarios? Tu vois, tu as tous ces aspects-là. Il y a des parties où effectivement tu peux utiliser de l'ORM. Il y a d'autres parties où tu ne peux pas utiliser de l'ORM, tout simplement pour des problématiques de performance, de manipulation de données. Voilà. Et puis tu dois connaître la gestion de tes données. Moi, ce que je vois, une des raisons pour lesquelles aussi les projets ne marchent pas, c'est qu'il y a des choix qui sont faits sur la façon de gérer les données, qui permettent de donner l'illusion d'un geste rapide, notamment par l'utilisation de l'ORM, mais c'est pas parce que tu es capable d'avoir à un moment donné un geste rapide que tu vas être rapide sur la totalité de ton projet. C'est un petit peu comme si tu fais de la montagne. Moi, j'habite à la montagne. Quand tu fais de la randonnée en montagne, c'est pas parce que tu es capable de faire 3 pas rapides de suite ou 5 pas rapides de suite que tu vas arriver en haut. Ça n'a rien à voir. C'est pareil sur un projet informatique. La rapidité du geste sur la génération d'objets à partir d'une base de données, ça ne veut pas dire que ton projet sera rapide. Et moi, ce que je constate, c'est que généralement, d'ailleurs, sur des projets, alors dans le domaine de l'édition de logiciels, je précise, parce qu'il y a d'autres domaines où ça s'applique bien, il faut, dans ce domaine d'édition, la rapidité du geste, généralement, empêche le projet de sortir. Souvent, surtout que eux, leur seule préoccupation, historiquement, c'était je crée le schéma, mais les données, ce sera le problème de l'acheteur qui, lui, va avoir à gérer ces données. Donc, ils ont vraiment peu de sensibilité à autre chose que le schéma de données. Oui, et puis quand tu installes, par exemple, 1000 licences logicielles chez tes clients, même si tu es un éditeur, quand je dis 1000, ça fait rire par rapport à Google ou Microsoft, qui en ont des millions, mais tu prends un logiciel de contrôle qualité, ou un logiciel, quand on a 1000 ou 2000 au niveau d'un marché, c'est déjà pas mal, quoi, je veux dire. 1000 logiciels avec, je sais pas moi, 10 000 enregistrements, tu gères une base de données de 10 000, quoi. Donc c'est vachement simple, quoi. Ouais. Tu l'installes sur une base mutualisée, tu as un facteur de 1000 ou un facteur de 10 000. Donc tes performances, c'est pas du tout les mêmes. Donc si tu n'en as pas 1000 des enregistrements, mais tu en avais 1 million, avec ta 1000 licences, tu arrives à des bases de données qui font 1 milliard. Tu ne te poses pas la question. Tu ne te poses pas les mêmes questions quand tu conçois ta base de données. Parce que là, la question se pose, OK, écrire devient plus ardu, surtout dans le modèle rationnel, et les lectures sont plus lentes, puis donc là, peut-être même que tu vas même revoir toute ta stratégie. Toute ta stratégie. Et puis même, un modèle relationnel, pourquoi? Effectivement, il y a des parties de base de données qui sont en relationnel, mais il y a des parties de base de données qui n'ont pas besoin d'être en relationnel, elles peuvent être en semi-structurées. Moi, j'utilise beaucoup, par exemple, la sérialisation, que ce soit du JSON, de l'XML, etc. Et je mélange dans mes bases de données des parties qui sont relationnelles et puis des parties qui sont JSON, ne serait-ce que, par exemple, pour rajouter dans une plateforme mutualisée des paramètres d'extensibilité par client. Tu mets en relationnel, c'est ce qu'on voyait avant, hein, tu voyais, dans tes tables, tu avais des champs qui étaient rajoutés, champ 1, champ 2, champ 3, dans différents trucs, tu as vécu ça, tu as dû voir ça comme moi. Et puis tu savais que tu pouvais rajouter 5 champs string, 3 champs date, 15 booléens, et puis tu avais une sorte de mapping par client avec des scripts, etc. Tu as dû voir plein de logiciels comme ça. Tu ne peux plus faire ça dans les plateformes utilisées. Si tu avais déjà regardé un peu les modèles, les tables de SharePoint dans les premières versions, là, c'était construit comme ça. C'était comme ça. Mais bon, c'est les premières versions de SharePoint. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, un modèle d'extensibilité, si tu sérialises ton extensibilité, tu arrives sur des modèles, tu peux rajouter l'extensibilité. Mais même, par exemple, ne serait-ce que d'un point de vue licence, d'un point de vue fonctionnel, qu'est-ce que ça veut dire l'extensibilité dans une plateforme utilisée? Ne serait-ce que se poser cette question. Un client qui a besoin de l'extensibilité, qui a besoin de personnaliser l'application, en termes de modèle de licence, c'est quoi une personnalisation? Je veux dire, et tu regardes, c'est là où tu retombes par exemple sur des modèles dont on peut s'inspirer d'ailleurs, les modèles Microsoft sur Azure ou SharePoint, ou les modèles que tu trouves sur d'autres plateformes comme Google, où l'extensibilité est basée sur des technologies clientes, JavaScript essentiellement, parce que ça évite de publier du côté du serveur des éléments qui sont liés à un client. Et ce que tu reçois du côté de ton serveur, c'est juste la présentation de ton extensibilité au travers de ton JavaScript qui s'exécute du côté client. Donc on peut arriver sur des modèles d'extensibilité comme ça. Sachant que ça reste des modèles quand même assez compliqués, les clients ils aiment bien, etc. Mais l'extensibilité, dans une première approche, pourquoi faire?
Puis des fois, même la question se pose, peut-être que tu vas décider d'offrir moins, tu n'offriras plus, mettons, cette fonctionnalité-là, sachant que tu vas peut-être perdre 3-4 clients, mais que les 996 autres clients, mettons que tu avais 1000 clients, ton coût de revient devient moins, tandis que Puis des fois, faut accepter de ne pas servir des clients parce que c'est au détriment de ton modèle d'affaires à quelque part. Alors là, tu es effectivement sur la stratégie. D'un point de vue stratégique, par exemple, tu as 3 clients qui ont 1000 licences clients avec beaucoup de personnalisation. Quel est l'intérêt, dans une première approche, de les convaincre de passer sur ta plateforme mutualisée? À la limite, tu les maintiens sur ta plateforme et tu t'adresses à tous les autres clients, sachant que si tu t'adresses à tous les autres clients, tu pourras aussi adresser les clients que tu n'adressais pas, qui étaient plus petits, en mettant un modèle qui va correspondre peut-être à un besoin qui sont par an ou 5 besoins par an, mais 5 besoins par an sur lesquels ils vont payer, multiplié par la masse, ça te fait pas mal d'argent. Et puis surtout, ça te fait bloquer le marché par rapport à tes comptes. Puis peut-être moins dépendant d'un gros client. D'un gros client, voilà. Souvent, c'est ce qui arrivait, c'est que ce gros client-là, tu veux dire oui parce que il représentait 60-70% de tes revenus. Puis... Mais si tu as un client qui représente 70%, quel est l'intérêt de le passer sur une plateforme mutualisée? Prends pas de risque. Garde-le. 2 ans de plus sur ta plateforme non mutualisée. Et pendant 2 ans, 3 ans. C'est un peu ce que Microsoft fait quand ils disent nous, on supporte le cloud, mais on supporte on-premise. Voilà, exactement. Parce que, grosso modo, c'est une bonne façon de dire tous les cas un peu particuliers, un peu difficiles, je laisse continuer à utiliser les versions licences qu'on faisait avant. Puis c'est pour ça qu'il va exister, en tout cas, les produits comme. On fait juste penser à l'offre DevOps de Microsoft. Mais ces produits-là, aujourd'hui, n'existent pas juste sur le cloud, ils existent aussi. Et il y a des raisons. Et même dans ta stratégie, par exemple en SaaS, parce que, de dire que tu vas préserver tes anciens clients, ça ne veut pas dire que tu vas nécessairement préserver aussi sur les anciens logiciels, parce que ce que tu peux imaginer, à partir du moment où tu as ta clé de partitionnement, qui est définie soit sur ton SNAME, soit sur l'extension de ton SNAME, d'un point de vue DevOps, tu peux imaginer des règles de routage qui vont te pointer en fonction de ta clé de partitionnement sur une plateforme ou une autre. Donc tu as un client qui te fait 70% de ton chiffre, tu as 2 choix, soit tu dis je réintègre toutes ces fonctionnalités dans la partie mutualisée, et ça te prend 3 ans de développer, soit tu dis non, ça ne fait pas partie de la partie mutualisée, donc je vais aller voir ce client et commercialement je vais lui proposer un nouveau logiciel sur le web, et ma clé de partitionnement va me rerouter vers une plateforme spécifique pour lui. Ce qui permet même de lui proposer une SLA, enfin un service level agreement, qui dit vos données ne seront pas mélangées avec les autres, vous pouvez faire vos sauvegardes, vous pouvez même avoir l'accès, donc tu enrichis ton offre. Ouais, mais c'est de la stratégie. Je veux dire, là on est sur des aspects stratégiques qui n'a pas nécessairement d'ailleurs d'impact si l'architecture est bien faite. Puis je dirais même que, surtout pour les éditeurs, cette réflexion stratégique-là est bien plus importante que de décider est-ce que je vais mettre en place tout de suite, jour 1, la collecte d'informations avec les produits comme Application Insight. Tu es trop dans la technique, il y a une réflexion à un autre niveau à faire. Voilà. Un autre niveau, et d'ailleurs tu vois les méthodologies agiles, moi j'aime bien travailler avec les personnages sur les scénarios, ça me permet de cibler mes cibles de clientèle. Par exemple, un frein, c'est que je m'aperçois que mes clients ne connaissent pas leurs clients. Ils ne savent pas à qui ils vendent le logiciel, ils vendent à tout le monde. Non, non, on ne vend pas à tout le monde. Je veux dire, car tu prends un billet d'avion, tu ne commandes pas le billet d'avion de la même manière quand tu es un jeune couple actif et quand tu es retraité. Quand tu es retraité, tu voyages en groupe. Et donc tu commandes 8 places, parce que c'est 4 couples qui ont 4 cartes de crédit. Je commence seulement à avoir des sites qui permettent de payer avec plusieurs cartes de crédit. Mais voilà, c'est un scénario normal. Donc quand tu as ton personnage, tu as tes scénarios, tu sais que tu cibles l'actif, tu ne vas cibler que l'actif, et tu mets ta plateforme SaaS sur l'actif, et tes commerciaux, ils vendent la plateforme SaaS que pour l'actif. Et puis quand tu vas traiter le retraité, c'est sectoriel, scénario retraité. Et donc tu n'arriveras pas à des situations où tu as 8 retraités qui commandent un billet d'avion et qui se disent mince, comment je fais pour payer 4 cartes de crédit qui n'arrivent pas, qui reviennent en arrière, et que les places elles sont encore bloquées parce qu'ils ont des caisses de session, et puis qu'ils n'arrivent plus. Des trucs qui te font, je vois que tu souris, mais c'est du vécu. Moi je l'ai vécu avec des gens, je regardais en direct, c'était hallucinant. Ils partaient en Amérique du Sud, et en fait ils sont partis, alors, 3 couples sur le même vol, mais à 3 prix différents, avec des frustrations, parce que le premier est le bon prix, et le 4e couple sur un autre vol. Puis
Puis là, c'est comme, ah, toi, tu as eu tant d'euros de moins que moi. Ah ouais, j'étais 2 heures plus tard que toi. Ou, Ouais, d'accord. Écoute, c'est fort intéressant. C'est clair que la stratégie est importante. Mais à ce niveau-là, si la stratégie est si importante que ça, est-ce que tu entrevois même des éditeurs qui peuvent ignorer cette réflexion-là aujourd'hui en 2018? Alors, des éditeurs qui peuvent ignorer, oui, j'en vois plein. Par peur. Mais est-ce qu'ils peuvent, Non, se le permettre? ils peuvent pas se permettre. Ils peuvent pas se permettre parce que si ils ne vont pas en ça, de toute manière, ils vont pas pouvoir toucher une nouvelle cible de clientèle. Et ils vont être surchargés par. Puis ils vont se faire déplacer par des nouveaux. Ils vont se faire déplacer par les nouveaux, et puis même les installations de prémices. Je veux dire, je vois pas pourquoi j'achèterais moi une infrastructure serveur pour installer un logiciel alors que je peux bénéficier de services cloud qui vont être de moins en moins chers, quoi. Quand on regarde un site informatique, la consommation électrique du site informatique, aujourd'hui, on arrive presque au prix, avec la consommation électrique, on arrive presque au prix d'une infrastructure cloud. Donc voilà, autant acheter du cloud, quoi. Donc aujourd'hui, un éditeur, il peut se poser la question, soit de revendre son entreprise, soit d'aller sur du SaaS. Donc c'est soit qu'il migre vers le futur vers le SaaS, ou ici, j'essaie de capitaliser au maximum de la valeur. La valeur. Il cherche quelqu'un qui lui veut acheter sa liste de clients. Sa base de clients. Mais pas forcément sa technologie. Non, qui va acheter sa base de clients, mais pas sa technologie. Donc il faut rendre liquide l'entreprise. Faut générer du cash. Mais ça a toujours existé de toute façon dans toutes les industries. Les gens, à un moment donné, vendent leur liste de clients parce qu'ils ou des fois la personne est tout près de la retraite, puis elle se dit j'ai pas d'enfant, je ne penserai pas l'accompagner à personne, donc aussi bien que je la vende à mon compétiteur qui lui achète ma liste de clients, mais pas forcément mon produit parce que ce qu'il veut y revendre, c'est. Généralement tu vends tout. Ouais. Mais ton concurrent, il a une stratégie qui est peut-être en avance sur toi, qui va peut-être passer en SaaS, effectivement, oui. Mais je vois pas à 10 ans ou à 15 ans, on va dire dans les logiciels normaux, Donc dans ta vision, là, un éditeur de logiciels en France, parce que ce marché-là, tu le connais plutôt bien, moi je pense que c'est vrai même un peu partout sur la planète. Mais dans 10-15 ans, ils vont être tous en modèle SaaS. Oui. Ah oui, parce que pour avoir des modèles disruptifs et toucher. Parce que ceux qui ne l'auront pas fait vont se faire tasser. Soit qu'ils vont malheureusement vont vraiment fermer sans capitaliser avec aucune valeur parce qu'ils vont être tassés complètement. Ou vont se faire acheter par ces nouveaux joueurs-là qui vont acheter leur clientèle et qui vont leur après ça se servir de la relation client pour leur revendre leur nouvelle offre. Oui, et puis pourquoi payer 5 000, 10 000, 15 000 euros par an une licence je veux dire, il y a des tas d'entreprises qui ont des réels besoins. En France, on parle des micro-entrepreneurs, on parle des petites entreprises, des micro-entreprises. Le besoin existe, et c'est des millions de personnes qui ont ce besoin-là et qui n'ont pas les moyens de payer un logiciel des 1000 ou 15 000 euros, et puis surtout qui n'ont pas la connaissance pour maintenir une infrastructure informatique chez eux, sur un OS Windows. Non, tu leur donnes le logiciel. Il y a plein de trucs qui peuvent se faire à partir d'une tablette, d'un smartphone, des tas de scénarios, quoi, je veux dire, de réalité augmentée. Je sais pas, t'imagines quelqu'un un électricien qui, chez toi, te scanne partout où il a passé ses fils électriques, qui revient 3 ans après, il sait exactement où sont passés les fils, les trucs, etc. Quelle valeur ça? Donc plutôt que d'appeler un autre électricien, tu tombes toujours sur le même électricien qui sait ce qu'il a fait et qui. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer. Effectivement, je ne vois pas. Sauf que même les clients ne sont pas encore habitués à penser comme ça. Si tu demandes aux gens, est-ce que ça aurait du sens que votre électricien connaisse où sont tous vos fils chez vous? Probablement qu'il ferait comme oui, mais puisque les derniers 100 ans ne sont pas passés comme ça. Les clients, effectivement, n'ont pas la conscience, par contre, la conscience de la qualité de service. Moi, ce qui m'avait surpris dans une discussion que j'écoutais, un podcast en anglais, c'est quelqu'un qui racontait une discussion qu'il y avait avec le fondateur d'AutoCAD. Et on sait AutoCAD est utilisé beaucoup pour le domaine de la construction. Puis la discussion qu'ils avaient, c'est que lui, il se posait la question, comment ça se fait qu'AutoCAD n'avait jamais dépassé la frontière du fameux plan? Puis il dit, pourquoi vous n'êtes pas dans la construction elle-même? Puis ce fondateur-là, il dit, c'est parce qu'il y a un réel
une réelle difficulté que dans l'industrie de la construction, on est dans un mode analogique parce que les technologies ne sont pas encore assez évoluées pour que ce soit vraiment peu dispendieux, être numérique. Donc, moi, mon plan, il est imprimé papier et là, on tombe en analogique tout le temps qu'on construit. Et à un moment donné, tu sais, quand on va voir faire la maintenance par après, mais plutôt pour la maintenance préventive, mais pour les évolutions, en tout cas l'entretien, ces choses-là, peut-être que là, on va digitaliser certaines parties, mais tout le long de la construction, c'est difficile d'avoir une visibilité numérique. Puis la personne qui expliquait ça, lui expliquait que c'est d'ailleurs l'ancien éditeur de Wired, qui maintenant a une start-up qui est associée avec les drones. Et parce que lui expliquait, ben, dis-moi, ma business, c'est que je vais utiliser des drones pour les survoler des chantiers et rendre la construction numérique. C'est-à-dire que je vais, à partir de photos et de reconnaissance, et en vérifiant avec le plan initial d'AutoCAD, pouvoir dire, ben, OK, ce mur-là, maintenant, il est monté. Mais l'autre, à côté, il n'est pas monté. Et après ça, même, quand tu es capable de comprendre le plan, tu dis, tu as un défaut ici. Ça, c'est pas bien monté comme ça. Et jour après jour, à toutes les nuits, pendant que le chantier se ferme, ben moi, je scanne et le lendemain matin, je donne une image de qu'est-ce qui est arrivé. Donc, je veux amener les chantiers de construction en mode totalement numérique. Et puis, pourquoi je parle de ça? C'est qu'à quelque part, je pense que tous ces fabricants-là, ces éditeurs-là, ont ces opportunités-là aussi de rendre totalement numérique. Quand tu me parles de l'électricien, c'est un peu ça. C'est-à-dire, l'électricien peut être dans un monde numérique et jumeler le numérique et le monde physique. Et c'est là où est-ce que tu peux attacher ton client parce qu'il va revenir à toi. Alors, c'est étonnant que tu parles ça parce que en fait, j'accompagne une start-up qui travaille dans la numérisation. Comment rendre numérique les aspects que tu appelles analogiques, qui sont sur des plans, et dans le domaine spécifique de tout ce qui est tuyaux. Où sont les tuyaux? Voilà. Et c'est marrant que tu parles de ça. Et tu peux étendre ça sur les contrôles, par exemple, de bâtiments en réalité augmentée. Tu peux voir quand tu contrôles un bâtiment, si tes fenêtres sont bien posées, pas posées, si tu as de l'avance, pas de l'avance, tous les défauts. Parce qu'en fait, c'est les mêmes mécanismes d'acquisition qui sont basés, tu parlais de drones, avec la géolocalisation, tu rajoutes un lidar dessus, et tu as un nuage de points, et tu as de l'analyse de nuage de points. Voilà, donc c'est des technologies qui sont globalement connues. Oui, qu'on a appris quand même depuis plusieurs années, parce que si on regarde juste, par exemple, le domaine minier, qui avec des avions passent au-dessus pour essayer de trouver où est-ce que sont les champs de mines, où sont le roc, tel type de roc, en tout cas, pour dire, ici, il y a probablement... Puis là, il envoyait des gens faire des prospections, parce que c'est plus rentable que d'envoyer au hasard, dire, ben, va donc là, on pense que nous... Mais tous ces types de façons de calcul-là, mais là, on peut être encore, pour d'autres problèmes, beaucoup plus précis, parce que quand tu as un drone qui est à 4 pieds d'un mur, bien là, lui, avec des mécaniques, par exemple, de radar, de dire, je te certifie, il y a un tuyau là, parce que regarde, on voit la forme, le tuyau, il est là. Il est à 3 pieds et demi, ou à 1 mètre, 30 cm du sol. Clairement, et là, tu rends numérique ton monde analogique. Oui, exactement. Alors, c'est marrant que tu parles de ça, parce que tu vois, on n'en avait pas parlé avant. Et effectivement, c'est... Mais moi, ça m'a frappé dans le podcast que j'écoutais, de prendre conscience, c'est vrai, AutoCAD n'a jamais franchi la frontière du plan. Pourtant, ils ont le plan. Donc, quand tu as le plan, la verticalisation, en tout cas, tu pourrais dire, je vais m'en aller de l'autre côté, mais il dit, le milieu de la construction, c'est un milieu très conservateur, et c'est difficile, puis technologiquement, on n'arrivait pas à dire, vous allez travailler avec le plan, tu sais, parce que, il dit, même sur l'ordi, puis il faut dire aussi que la technologie n'était pas là. Tu peux pas dire sur un chantier de construction, mais un PC, écoute, ça prendrait 2 jours, le PC est démoli, parce que dans un chantier de construction, donc c'était trop fragile. Mais de penser que, avec là des drones, surtout qui sont capables de se promener dans les zones où est-ce que ne sont pas les travailleurs, c'est-à-dire qu'eux, puis là, il y a un aspect social, c'est-à-dire, est-ce que les travailleurs vont penser que ces drones-là sont en train de les espionner? Il faut clairement qu'ils expliquent qu'est-ce qu'ils font les drones, ils sont en train de les espionner, mais qu'ils sont en train de regarder plus. Mais c'est sûr que... Mais on peut penser qu'un chantier de construction, l'image que ça va avoir dans 15-20 ans... Ça peut être cher. Tu peux même imaginer, sur ta pelleteuse qui est Terpillar, tu rajoutes des capteurs qui vont bloquer ta pelleteuse lorsqu'elle arrive à une canalisation à gaz. Ben oui. Donc si tu sais où c'est, donc tu peux. Il y a plein de trucs, canalisation de gaz, canalisation d'eau, etc. Puis là, la question se pose, si j'ai des capteurs, j'ai-tu besoin d'avoir vraiment un être humain qui creuse?
Parce Oui, que là, alors, il y a aussi est-ce que beaucoup de plus en plus de comment ça se construit va se faire par des espèces de robots, ou est-ce que l'être humain va intervenir de moins en moins? Mais là, on est en change train peut-être de changer. sujet. Alors, Mais pour la petite histoire, je suis roboticien de formation. ah oui! Donc, ouais, Ah! donc, mais, ouais, alors, il y a comme une intelligence qu'on a du mal à remplacer. Moi, je dis pas qu'on peut remplacer, surtout pas, mais on peut quand même Automatiser. C'est ça, automatiser. Et puis, donc, ce que ça va pouvoir dire, c'est peut-être que, par exemple, il y a quelqu'un qui m'expliquait, il dit Mario, il dit, on voit les routes aujourd'hui comme étant quelque chose qu'on met des couches de roche, tout ça, mais il dit peut-être que la robotisation de la construction d'une route, c'est que ça va arriver en morceaux préfabriqués, un peu comme des gros blocs Lego, puis qui s'emboîtent, et notre façon, nous, on a construit des routes avec les êtres humains de la façon qu'on les fait aujourd'hui, mais peut-être dans 100 ans d'ici, ça n'aura rien à voir. Parce qu'on est trop on n'est pas capable de changer de paradigme. Oui, c'est vrai. Oui, quand tu et je ne dis pas que les paradigmes vont changer en 5 minutes non plus, ou en quelques jours, en quelques années. Donc, probablement que des routes, on va encore en construire en bitume, même s'il y a des gens qui veulent les construire en ciment et tout. Puis, il y a quand même une réalité, c'est que tu as besoin d'avoir un sol solide. Donc, tu peux pas juste dire, j'arrive avec des grosses plaques de béton que. Puis encore là, des grosses plaques de béton, c'est tellement pesant, ça te prend. Donc là, il y a un aspect économique. Donc c'est pas. Je pense que tu as un peu raison. C'est pas demain la veille que tout va s'automatiser. Oui, alors il y aura des choses qui vont s'automatiser. Bon, là, on est en train de changer de thème, mais c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que la robotisation va apporter. Alors, oui. Mais si on revient sur le thème de notre éditeur, qui lui doit de plus en plus ajouter un volet Ops à son offre dev, mais le volet Ops, il est fortement automatisé aujourd'hui, et eux doivent, d'entrée de jeu, embarquer dans le modèle fortement automatisé, c'est-à-dire des déploiements continus, ces choses. Puis, comme tu dis, parce que s'ils font ça, ils sont capables, tranquillement pas vite, de dire, je pars beaucoup plus à l'aise, je viens réinsérer des nouvelles pratiques ou des nouveaux outils au fur et à mesure que mon équipe va avoir pris un rythme de croisière ou un niveau de course. Alors, oui, sachant que... alors là, on est en train de retomber sur les logiciels SaaS avec la partie Ops, sachant que tu ne gères pas, et c'est ça que les entreprises ne comprennent pas nécessairement, tu ne gères pas ton DevOps tout à fait de la même manière lorsque ton code est encore en développement que quand ton code est déjà en production. Ouais. Donc pareil, ça s'improvise pas. Mais effectivement, il faut qu'il intègre tout ça. Il faut que tout ce qui est déploiement. Et le déploiement, c'est compliqué. Ouais. Le déploiement, je vois, alors ça va te faire bondir, mais je vois passablement de développeurs qui consomment le déploiement en disant je déploie de ma machine de développement directement sur mon serveur. Et non. Enfin, tu le fais une fois, pourquoi pas, quoi. Mais non. Non, c'est pas que. Mais souvent, les gens ça connaissent pas mieux. Non. Souvent, les gens connaissent pas. Bon, tu dis ça, t'as déjà vu ça, donc. Ah ben oui. Mais à quelque part, même, si tu regardes, la capacité, dernièrement, on voit apparaître sur GitHub, la capacité, à partir d'un site GitHub, de déployer. Oui. C'est-à-dire, tu fais un check-in, puis là, ça déploie. Mais parce que finalement, l'automatisation, elle est pré-cannée, surtout si c'est un site web, c'est assez simple. Mais le but, c'est souvent de dire, vu que tu connais pas mieux, je vais te montrer que tu pourrais avoir mieux, mais sans avoir un modèle sophistiqué de DevOps, c'est un modèle très associé avec ta gestion de code source, parce que malgré que l'état de l'art, elle est bien documentée et tout, les gens ne savent pas, puis tes éditeurs sont face à ce même défi-là, ils comprennent peut-être pas tout dans quoi ils embarquent. Puis comme tu disais, le gros challenge, puis l'objectif, c'est pas de refaire la discussion ou l'entrevue, mais leur gros challenge, c'est qu'ils ont 5 ans, 10 ans, 15 ans au maximum devant eux pour changer. Sinon, ils sont plus là, ils vont disparaître. Oui, tout à fait. Je pense si le virage n'est pas pris, dans 5 ans, il y aura des gros problèmes. Mm-hmm. Et dans 10 ans, ils seront disparus. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc, donc là, la question, comme tu disais, c'est soit je vends ma compagnie, mais si je décide que je prends le virage, là, c'est d'aller chercher les expertises et tout, puis comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, comment le faire, comment le financer, comment éviter que l'éditeur forme ces gens
C'est pour ça que je parlais de polyvalence. Ouais. Parce que quand tu spécialises trop ton équipe, tu crées des gourous et tes gourous ils s'en vont. Donc d'être capable d'avoir un aspect polyvalence des gens dans ton équipe, tu réduis ton risque. Tu n'es plus dépendant de gens. Voilà. Donc oui, c'est tous des aspects qu'il faut aborder. Il y a des aspects stratégiques, il y a des aspects financiers, enfin de modèle de licence, tu as des aspects d'organisation, tu as des aspects technologiques, tu as des aspects d'opération, comment tu gères tes opérations. Voilà, c'est tout ça qu'il faut réussir à faire. C'est cet aspect-là qu'il faut tenir en compte. Je pense que ça me résume bien un peu la tonale discussion. Écoute, Bernard, je te remercie. Merci à toi. Je pense que, en tout cas, j'ose espérer que ça aura plu à nos auditeurs. Merci beaucoup, Mario.